Bonjour à toutes, bonjour à tous. Il est 16h15. Nous poursuivons ces journées digitales et internationales de la supply chain par une nouvelle conférence qui portera sur les révisions des modèles de la supply chain et de ses modes de transport. Deux choses à ne pas oublier avant de commencer ce temps fort. Tout d'abord, n'oubliez pas de voter pour la start-up de l'année 2020. L'Agora des directeurs supply chain et Sprint Project vous invite à vous connecter pour élire la start-up de cette année. Deuxième chose à ne pas oublier pendant ces 45 minutes de temps fort, posez vos questions, posez-les dans le chat, nous prendrons le temps d'y répondre. Les questions seront modérées par François-Xavier Forestier, membre du comité de pilotage de l'Agora Supply Chain Management. Donc dans cette émission, il sera question de l'impact de la crise sanitaire sur le groupe DSV, les solutions et alternatives mises en place pour accompagner les clients toujours en activité, comment DSV s'est adapté au renforcement du e-commerce, mais également des initiatives de DSV en matière d'éco-responsabilité. Et pour échanger sur cette thématique, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau tout d'abord Laurence Sédon, National Sales Director DSV Road. Bonjour Laurence. Bonjour. À vos côtés, François-Xavier Ruby, Directeur Général Délégué de DSV Solutions. Bonjour François-Xavier. Bonjour. À vos côtés, Philippe Leroy-Sali, PDG de Silverlift. Bonjour. Silverlift. Autant pour moi. Et puis en face de moi, un peu plus loin, j'ai le plaisir d'accueillir Arnaud Zani, directeur général délégué, Deputy Managing Director RNC chez DSV. Bonjour Arnaud. Bonjour Geoffrey. Tout d'abord, une petite question pour Laurence. Est-ce que vous pouvez nous contextualiser un peu l'activité de DSV puis son cœur de métier? Oui, très bien. Donc DSV, groupe danois, quatrième donc organisation au niveau mondial en logistique et en transport. En 2019, donc, nous avons réalisé 18 milliards de chiffre d'affaires pour un résultat net de 900 millions. L'activité donc, de DSV se déroule en 3 divisions. Nous avons donc une division maritime aérien, une division logistique, solutions, et également donc, une division road. D'accord. Et si on doit faire quelle proportion, ça donne quoi entre l'aérien, le maritime et la route? Alors aujourd'hui, le pourcentage en maritime aérien est bien plus important que la partie road et solutions. Hein. Puisque finalement, nous avons racheté également un groupe Panalpina en 2019 qui nous a permis donc d'asseoir nos positions au niveau du marché et également de pouvoir obtenir davantage d'ouverture avec les compagnies aériennes et maritimes, hein, d'avoir un peu plus de comment dit-on déjà, de peser, en fait, pour peser un petit peu plus fortement sur le marché. Et également, donc, tout ce qui est consolidation. D'accord. Donc, vous êtes venu en compagnie de Philippe Leroy-Sali de Silverlift. François-Xavier, est-ce que vous pouvez un peu nous contextualiser la relation? Je crois que c'est une relation longue et durable. La relation avec Silverlift date depuis plus de 10 ans maintenant. On a démarré en prestation avec une petite activité logistique essentiellement en B2B. Puis on a commencé à grossir depuis les 5 dernières années de façon assez importante. Je pense que Philippe pourra plus nous en parler au niveau du développement français et européen plus en détail. D'accord. Et si maintenant on rentre un peu dans le vif du sujet, la période a été très compliquée, a été difficile, exceptionnelle, inédite. Bon, les qualificatifs ne manquent pas. En quoi l'activité du groupe DSV a été impactée? L'activité par rapport à la crise du Covid, comme beaucoup d'entreprises, on l'a subi de plein fouet dès le mois de février, avec des gros impacts sur nos clients, avec des clients qui n'étaient pas forcément préparés à avoir à se réorganiser au pied levé pour trouver des solutions pérennes et puis proactives pour pouvoir continuer les activités le mieux possible pendant cette période de crise. On a pu accompagner nos clients avec des moyens complémentaires en termes d'organisation, avec la possibilité de pérenniser nos activités en mettant en place des doubles équipes sur les sites logistiques, ce qui a permis donc de continuer aussi bien les appros que la partie distribution vers les différents retailers. Donc ça a été une période difficile. On a aussi réussi et sauvegardé
l'aspect sanitaire vis-à-vis de nos salariés, bien évidemment en appliquant donc des rotations au niveau des équipes, en appliquant bien évidemment les gestes barrières, équiper les salariés pour pouvoir les protéger et surtout être proche d'eux pour pouvoir bien pérenniser les activités et éviter tout risque vis-à-vis de l'ensemble des salariés. Très bien. Philippe, justement, vous, ça a été quoi l'impact du Covid très concrètement? Et puis, ça a été quoi vos sujets croisés avec DSV? Le premier sujet, c'était l'arrêt total de l'activité. Donc, puisqu'on n'était pas dans un cadre avec des produits de première nécessité. Donc, on a quand même réussi à livrer des centrales comme Amazon, puisqu'en fait, elles vendaient à la fois des produits de première nécessité et des produits accessoires. Donc, finalement, pour les parents, ce que vous faites, c'est quand même bien utile. Oui, c'est très utile. Oui, parce que les ventes de jouets ont continué dans la mesure où les gens cherchaient en fait à pouvoir avoir des jeux de société, à pouvoir en fait animer le confinement. Donc, heureusement qu'il y avait des hypermarchés, des centrales d'achat et qui ont continué l'activité, qui leur a permis justement d'avoir en fait tous les objets nécessaires en fait pour accompagner le confinement. Donc nous, l'activité a été à l'arrêt pratiquement à 99%. Elle a repris d'une manière assez importante en fait après le déconfinement, puisqu'on a remis en fait en place tous les produits qui étaient plus en stock et qui avaient été vendus pendant la période de confinement. Aujourd'hui, moi je dirais que l'impact, il est une accélération, puisqu'en fait une crise c'est une transformation. Donc on accélère toutes les transformations qu'on avait menées en fait avant la crise, et notamment toute la transformation sur le digital dont le e-commerce fait partie. Et l'autre impact important, c'est sur la gestion en fait, sociale et l'accompagnement des salariés dans leur volonté en fait, de revoir en fait, les conditions de travail. Très bien. Très bien. Je me tourne vers vous, Arnaud. Justement, si on parle d'accélération, quelles ont été les alternatives et les solutions mises en place pour accompagner les clients toujours en activité? Alors, la grosse problématique, c'est que tout était à l'arrêt. En résumé, très, très difficile. Si on prend la partie transport routier, on a eu quand même un certain nombre d'impacts pour les transporteurs longue distance, puisque les stations-service étaient fermées, les aires de repos fermées, les restaurants fermés. Donc, mais on a réussi à proposer à nos clients, notamment sur l'activité route, donc une activité qui s'appelle DSV Speed Delivery. Donc le transport dédié sur la France et l'Europe. Par ailleurs, depuis l'Asie ou vers l'Asie, nous avons promu un peu plus notre produit ferroviaire, donc DSV Rail Solution, qui est une alternative au transport aérien et qui propose un transit time entre l'aérien et le maritime. Et ensuite, nous avons aussi une activité qui s'appelle DSV Express, donc le transport de petits colis via des intégrateurs, qui a permis aussi de continuer à livrer sur toute la France jusqu'à une palette. Donc, l'apport complémentaire que l'on a fait à nos clients, c'est mettre plus de monde en support, c'est-à-dire apporter plus de customer service et customer care vis-à-vis de nos clients. D'accord. Et justement, à part cette partie relation client, support, qu'est-ce qui a le plus accéléré chez vous? Vous savez me dire sur quoi vous avez vraiment mis plus le curseur pendant cette période très particulière? La communication vis-à-vis des clients. C'était l'essentiel, puisque eux-mêmes avaient une problématique, comme l'indiquait Philippe, avec la fermeture quand même d'un certain nombre de centrales d'achat, avec un impact aussi. Il ne faut pas oublier que nous avons subi la Covid à partir du mois de mars. Mais si on prend en Asie, et en Chine notamment, ça remonte avant le Nouvel An, avant le Nouvel An chinois. Et donc l'impact a commencé là aussi pour les entreprises importatrices depuis la Chine. Et il y a eu également la même problématique sur l'export vers la Chine, puisque les entreprises étaient fermées aussi en Chine quand les exportateurs français envoyaient leurs marchandises vers la Chine. Oui, un tempo encore plus compliqué quand on a une logistique mondiale. François-Xavier Ruby, cette période trouble a renforcé, c'est plus une surprise, hein, le e-commerce, ça c'est une surprise pour personne. Justement, comment DSV a réagi face à cette problématique? Alors, la problématique, c'était une problématique surtout organisationnelle pour pouvoir mettre des moyens justement pendant cette forte demande du développement de l'e-commerce.
Comme ça a été évoqué, l'ensemble des personnes étaient confinées, donc on avait plus de temps de naviguer sur le web et puis faire des achats réfléchis, voire même moins réfléchis des fois. Et je pense que ça a changé le mode de consommation aussi au niveau des consommateurs, et ça a développé ce secteur d'activité. Et à aujourd'hui, on persiste dans cette voie-là au niveau du groupe, dans la mesure où on est en train de développer donc, des solutions e-commerce chez des clients retailers pour pouvoir justement être un acteur majeur dans les années à venir sur cette activité-là. On n'ira pas concurrencer les gros faiseurs du e-commerce, qu'on connaît tous, mais en tout état de cause, on a tout à fait les capacités, de par le maillage que nous avons au niveau des différents pays d'Europe et au niveau mondial, de pouvoir rendre ce service compétitif. Oui. En quoi ce que vous avez mis en place, ça permet d'apporter de la flexibilité justement sur la partie e-commerce de personnes qui n'ont pas la même maturité justement que les grands leaders? La chance que nous avons, c'est qu'on est un groupe reconnu au niveau international, et notre activité donc, qui est dupliquée de la même façon qu'elle est implémentée en France, à savoir avec la division RNC, donc aérien maritime, la division route pour le transport routier et la division logistique, nous permet d'avoir des connexions avec le sourcing Asie et avoir des facilités donc d'implémentation donc des systèmes logistiques aussi au niveau de l'Europe. D'accord, très bien. Philippe, ça s'est passé comment pour vous, là, cette transition vers le e-commerce si vous pouvez nous dire un mot sur le sujet. Alors, encore une fois, la transition sur l'e-commerce, pour nous, on l'intègre dans la transition sur le digital. En fait, le e-commerce est un des éléments de la transformation. Donc, on a commencé notre transformation il y a plus d'1 an. Jusqu'à il y a 6 mois, au niveau consommation dans l'industrie du jouet, on était sur un pourcentage de 20% en fait, à destination des pure players sur Amazon. Et après la crise, on est passé à plus de 40% avec des taux à 60% à certaines périodes. Ce qui veut dire que les gens ont vraiment en fait, modifié leur transformation d'achat. Et donc, nous, on a commencé bien avant, mais l'accélération en fait, provoquée par le Covid nous oblige aussi à accélérer notre transformation. Donc maintenant, les moyens en termes de communication, en termes de développement sont mis sur le digital et sur le e-commerce. Hors Covid, justement, c'est quoi la saisonnalité pour les pics de e-commerce chez vous? Alors nous, il y a une grosse saisonnalité, parce que c'est environ 30% de janvier à juin, et on a 70% sur septembre à décembre, en fait, au niveau de saisonnalité. Donc la rentrée et Noël? Il y a le Back to School en septembre, et puis après, vous avez Noël qui commence à partir du mois d'octobre, et qui s'étale maintenant octobre, novembre, et qui a tendance à se ralentir en décembre, puisqu'on a une hausse des promotions en fait, sur la partie de décembre. Et on a le Black Friday qui est arrivé déjà depuis 1 an, et qui va s'accélérer cette année, puisqu'on prévoit 2 Black Friday, un en septembre et un en novembre. 2 Black Friday maintenant? Ça va être, enfin, c'est ce qu'on entend en ce moment. D'accord. Parce que la promotion va être aussi un des éléments importants en fait, de cette rentrée. Et votre activité, là, par rapport, vous sentez des nouvelles attentes consommateurs ou les attentes le curseur reprend, on va dire, à la normale? Non, je pense que les attentes des consommateurs, elles sont de deux ordres. Un, c'est le prix, puisqu'en fait, on sait qu'il va y avoir une paupérisation importante à partir du mois de septembre. Là, on est un peu dans l'euphorie en fait, de la subvention. Mais lorsque septembre-octobre, on va avoir en fait, l'état des lieux, on verra exactement déjà l'impact du Covid. Et on verra aussi l'impact sur la consommation, puisqu'en fait, une grosse partie de la population qui était déjà affectée avant le Covid, on l'a vu avec les Gilets jaunes, ça va s'accélérer, je pense. Et puis la deuxième partie, c'est l'écologie. Aujourd'hui, il y a toute une frange de la population qui est pour l'écologie, donc qui va aller sur des produits peut-être un peu plus chers, mais des produits écologiques. Et donc, produits écologiques fabriqués en Europe ou en France. Donc, il y a 2 grandes tendances, une qui existait déjà, mais qui va s'accélérer, à mon avis, et une autre qui se renforce, celle de l'écologie. Très bien, vous anticipez la prochaine question que j'avais posée à Arnaud, justement. J'allais évoquer le côté éco-responsabilité. Le monde du transport et de la logistique tend de plus en plus justement vers l'éco-responsabilité, sur les mobilités durables, sur la transition énergétique. Quelle sera la stratégie de DSV pour être un acteur engagé sur le sujet? Alors, la stratégie du groupe DSV Panalpina, alors, je précise que le nom du groupe est DSV Panalpina, même si la marque commerciale est DSV. C'est important parce que ce soit du côté du groupe DSV ou du groupe Panalpina, l'approche vis-à-vis d'un monde éco-responsable ne date pas d'aujourd'hui. DSV, de son côté, est un groupe danois, donc on ne reviendra pas sur les Danois et toute la partie écologique. Oui, toujours en avance.
Voilà, et le groupe Panalpina, de son côté, avait engagé aussi une forte démarche depuis 2015. Donc, les deux groupes réunis, aujourd'hui, ça nous permet d'avoir un comité de pilotage pour suivre justement les différentes actions et avoir une stratégie éco-responsable. Ensuite, on a fixé des objectifs au niveau mondial pour le groupe, puisque pour vous donner un ordre d'idée, en termes de CO2, si nous prenons les gaz à effet de serre, donc niveau 1, 2 et 3, donc également ceux de nos fournisseurs, nous dépensons chaque année plus de 16 millions de tonnes de CO2. Donc c'est aussi à ce sujet que nous devons de participer aux différents efforts. Oui, bien sûr. Donc d'être un acteur majeur justement dans cette activité logistique et transport. Également, ces évolutions sont à prendre en compte et à discuter avec nos clients, qui restent quand même notre principal driver, c'est-à-dire qu'au bout du compte, nous avons un client et nos clients ont des clients. Et le client final reste aussi un consommateur. Voilà. Et c'est quelque chose qu'on ne doit pas oublier, dans nos différentes actions. On va aussi permettre à nos clients de réfléchir et d'essayer d'optimiser leur supply chain. Donc, l'éco-responsabilité, c'est un rôle écologique, mais aussi un rôle économique. On peut réduire nos coûts en proposant des solutions écologiques. Justement, un exemple concret Donc aujourd'hui, on travaille sur la solution du rail depuis la Chine. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la solution rail depuis la Chine ou vers la Chine ne remplacera jamais le transport maritime. L'offre est bien trop importante sur le transport maritime, donc on ne peut pas considérer ça comme une offre alternative au maritime, mais plus une offre alternative au transport aérien. Puisqu'on se retrouve quand même avec des temps de transport, si je prends depuis un terminal chinois proche de Shanghai jusqu'à Duisbourg, on va être dans des transit times en terminal à terminal d'environ 16 à 18 jours. Donc on se retrouve dans une offre qui est vraiment entre l'aérien et le maritime. D'accord, très bien. D'autres choses justement mises en place sur le sujet? Oui, alors l'engagement communautaire, donc notre partenariat avec la Croix-Rouge danoise, et donc au niveau mondial, où nous les assistons tant en termes financiers que transport et logistique, avec une action de conseil. D'accord. Justement, ça va être quoi concrètement vos conseils avec la Croix-Rouge? Alors aujourd'hui, quand il y a eu les problèmes au Malawi, DSV a déployé donc des solutions pour assister la population localement en venant en aide directement auprès des habitants et en supportant la Croix-Rouge dans cette action pour et par exemple, DSV a participé avec la Croix-Rouge pour mettre en place des émetteurs qui permettent de prévenir lorsqu'une catastrophe naturelle peut intervenir et donc éviter certains morts. Donc tracer le risque finalement. Oui. Exactement. Même traçabilité. La traçabilité du risque est en rapport aussi avec la traçabilité que l'on fournit à nos clients tous les jours. D'accord. Et Philippe, c'est déjà un sujet qui est venu sur la table entre vous et DSV, la partie éco-responsable? Non. Pas encore? On l'a évoqué, mais je crois qu'on n'est pas rentré encore dans le sujet. Pas encore. Donc c'est un sujet qui va venir. Et comment vous le ressentez, vous, le côté éco-responsable en tant que fournisseur de jouets? C'est un côté relocalisation, c'est un côté achat, Alors moi, j'ai la particularité d'être fabricant de jouets. Ah, donc vous êtes fabricant également, d'accord. Parce que moi, je fais partie d'un groupe en fait, qui est localisé à Hong Kong. Donc en fait, on a notre propre usine en Chine. Donc en fait, le côté éco-responsable, on l'a commencé il y a 10 ans déjà. Puisqu'en fait, les lois chinoises imposent en fait l'écologie au niveau des usines, tout ça pour éviter en fait les débordements qui a eu lieu au début de l'industrialisation. Oui.
et pour justement réussir à récupérer les terres qui étaient dans un état assez lamentable depuis environ 10-15 ans. Donc au niveau production, on est déjà pris en fait par des normes assez importantes en matière d'écologie. Et après, on est obligé, puisque de toute façon c'est l'avenir, hein, donc d'y aller aussi sur les produits. Alors après, dans le jouet, on a la problématique du coût, puisque l'écologie coûte cher. Les produits recyclables en fait coûtent plus cher que les produits de base. Donc, quand vous prenez du carton recyclé, ça coûte plus cher. Donc, l'équation aujourd'hui, la problématique, c'est d'arriver à trouver l'équilibre entre le pouvoir d'achat du consommateur et l'obligation et la volonté d'aller sur des produits plus écologiques pour éviter de polluer la planète. Donc, on commence par réduire en fait des composants comme le plastique sur les emballages. Sur le produit lui-même, alors c'est des produits qui ont une vie plus longue que les. Enfin, c'est pas des produits c'est des produits qu'on conserve, donc on n'est pas sur les mêmes obligations. Il n'empêche que le plastique devra disparaître et il faudra qu'on trouve des solutions alternatives assez rapidement pour pouvoir en fait... Le jouet biosourcé, ça devient une réflexion actuelle ou... La réflexion qu'on a, c'est surtout la délocalisation, c'est de pouvoir ouvrir des... Ouais. Même en étant chinois, on a conscience qu'aujourd'hui, il faut délocaliser une partie de la production, il faut relocaliser en fait, notamment certains produits qui ne demandent pas beaucoup d'électronique, puisque l'électronique est quand même basée en Asie. On pense à instaurer en fait des lignes de production en Europe. Oui. Il y a des endroits comme l'Espagne, le Portugal, ou même les pays de l'Est qui sont terrains assez propices pour ce genre de production. Après, le produit en lui-même, aujourd'hui, même s'il y a des solutions techniques, le problème du coût est un frein. D'accord, oui. Comme d'habitude, comme dans toute innovation, j'ai envie de dire. Donc, exactement. Donc, il faut attendre que les prix puissent être amortis et à faible coût, de telle manière à pouvoir les incorporer dans la production. Oui. Mais aujourd'hui, c'est assez complexe. Vaste sujet, oui. Oui. En parlant d'innovation, je crois savoir, Arnaud, que DSV s'engageait dans l'initiative Sciences Based Target, SBTY. Pour les anglophones, quelles seront vos actions sur le sujet ? Alors, cette initiative du groupe DSV Panalpina date du mois de novembre 2019. Donc c'est tout frais. C'est tout frais. C'est une initiative danoise, donc en partenariat avec la ville de Copenhague, l'aéroport de Copenhague, la compagnie le groupe AP Moller, Maersk, DFDS et aussi Ørsted et la compagnie aérienne SAS. Le but est d'unir nos forces pour le développement d'un carburant vert, c'est-à-dire en mêlant l'hydrogène et l'électrique. La construction de l'usine de production sera dans la région de Copenhague. C'est en cours, c'est pour 2023, afin d'atteindre d'ici 2030 la fourniture de plus de 230 000 tonnes de carburant durable. Donc 230 000 tonnes, ça équivaut à quoi par rapport justement à du fret C'est 230 000 tonnes. Très difficile parce que après les consommations varient si vous êtes sur de l'aérien, des maritimes, donc c'est très complexe. Mais le but est déjà de permettre au Danemark de pouvoir gérer toute sa partie de flotte routière, maritime ou aérienne basée sur ce carburant. Oui, donc c'est quand même géré, quel que soit le mode de transport, la partie danoise, quoi. Donc c'est déjà un projet d'une sacrée envergure. Exactement. Voilà, et comme je l'expliquais tout à l'heure, on cherche avec nos fournisseurs et aussi à nos clients à développer des solutions plus éco-responsables, tant en termes écologiques qu'en termes économiques, donc toujours l'éco-responsabilité. D'accord. Cette usine, si je puis me dire, est-ce que ça va être un pilote pour ensuite peut-être, là je parle du futur, de 10, 15, 20, 25 ans 2030, donc oui, on va dire, c'est d'ici 10-15 ans, oui, c'est un point d'étape, une première étape afin de développer ça sur le reste du monde. D'accord, donc finalement, le véhicule ou la mobilité propre en termes de fret n'est pas un mythe. Espérons-le, on verra bien. Peut-être sur un mot de la fin pour finir un peu cette première partie des échanges, si on doit retenir une seule chose sur les nouveaux modèles de la supply chain, qu'est-ce que ça serait pour vous, Laurence, sur le sujet ? Bien écoutez, nous avons donc DSV Panalpina un nouveau projet sur Horsens au Danemark. Donc en plus de l'usine, c'est... Absolument. C'est un projet gigantesque qui va nous permettre
sur 700 000 mètres carrés. 700 000 mètres carrés, de recevoir donc toutes les activités, l'activité maritime, aérien, route et logistique. Nous démarrons donc les travaux en 2021 pour une fin 2026, à savoir que ça va être la plaque tournante entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud. Donc 700 000 mètres carrés, c'est énorme. C'est énorme. Ça fait quoi? Ça représente quoi? C'est compliqué à... Non, mais en termes de plateforme, ça va être ça va être la plus grande d'Europe. Ouais. Ça va être la plus grande plateforme d'Europe. Et cette plateforme, en plus, sera alimentée forcément avec de l'électricité purement écologique. Bon. Donc avec des réductions de CO2 d'une manière les gaz à effet de serre. Très bien. Et très high-tech. D'accord. Donc vous aurez le carburant d'un côté, les infras de l'autre. Bon, bah, je pense que vous êtes prêts pour l'avenir. Nous sommes prêts. François-Xavier, un mot justement sur les modes de révision de la supply. Pour vous, ce serait quoi le point important à retenir? Alors, le point important aujourd'hui, c'est le fait de pouvoir s'adapter au mieux aux besoins de nos clients en logistique de proximité et avoir la réactivité d'une PME tout en faisant partie d'un grand groupe industriel. Aujourd'hui, on s'adapte au plus près possible sur les besoins de nos clients en adaptant le besoin le plus finement possible et avec un coût économique le plus intéressant pour notre client. Et je pense qu'il est important d'aller dans cet axe-là pour pouvoir développer les services de nos clients et de nos partenaires qui nous font confiance déjà depuis de nombreuses années. Et pour parler du client, le mot de la fin pour Philippe Leroy-Sali, pour vous, quelles sont justement vos attentes vraiment si on va vers le futur en termes de logistique? Mes attentes sont assez importantes puisque la logistique va être le cœur en fait, de toutes les activités. On le voit bien avec Amazon. Ouais. Le développement d'Amazon, justement, ils avaient 20 ans ou 30 ans d'avance sur le fait qu'il va falloir mailler en fait, tout le territoire pour pouvoir livrer en temps. Puisque ce que veut le consommateur maintenant, c'est avoir le produit le plus rapidement possible. Ce que veut les acheteurs et les revendeurs, les retailers, ils veulent avoir le moins de stock possible. Oui. Et ce qu'on veut, nous, c'est fabriquer assez de stock pour pouvoir livrer tout le monde. Donc, en fait, c'est là où la supply chain joue tout son rôle. C'est-à-dire que vous parliez en fait, du transport par train. Moi, j'y crois, mais à moitié, puisqu'en fait, il y a le problème du temps. Alors, selon certains produits, on peut l'utiliser. Mais là, on est plus à la recherche en fait, du moyen de transport le plus rapide et en fait, d'une logistique les plus flexible possible. Sur la promesse client, vos clients attendent plus de fiabilité ou de rapidité finalement Et ça dépend du client. Le client consommateur, il attend du prix, du produit, de la fiabilité, de la rapidité. Oui, il attend tout en fait. Exactement. Donc, il faut être partout. Et quand vous êtes partout pour un client, vous êtes partout pour les autres. Oui, mais visiblement, vous êtes bien équipé, si oui, je peux me permettre. Et ce sera le mot de la fin pour ce bel échange avant de passer au moment de questions-réponses, mais avant un tout petit jingle. De retour sur le plateau d'Agora Média pour la phase de questions-réponses. J'ai le plaisir de co-animer ce moment avec François-Xavier Forestier, membre du comité de pilotage du club des directeurs Supply Chain Management. Bonjour François-Xavier. Bonjour à tous. Alors une petite première question pour commencer, pour s'échauffer. Oui, alors on a quelques questions qui vont nous permettre de revenir sur les différents temps forts de votre intervention. Je vais peut-être commencer par ce que Philippe Leroy-Sali vient d'évoquer. On nous demande en fait sur les projections de reprise d'activité. Vous avez parlé de paupérisation tout à l'heure, puis maintenant vous venez de parler des attentes multiples des clients. Est-ce que du côté de DSV comme de Silverlit, il y a déjà une vision à la fois des projections chiffrées, mais aussi de nouvelles offres de services qui pourraient arriver dans les 1 an, 2 ans, 3 ans qui viennent? Alors, nouvelle offre de service, elle est déjà arrivée, puisqu'on a lancé en fait la partie e-commerce, et donc on a chargé DSV de s'occuper de cette partie-là pour la France et pour l'Allemagne, pour nos 2 filiales. Après, en termes d'activité, nous on considère que c'est une crise de transformation, même s'il y a de la paupérisation, il faut continuer quand même à avancer, et donc on est resté sur les objectifs en fait flat, c'est-à-dire qu'on n'a pas bougé nos objectifs. On verra à la rentrée comment ça va se passer, on pense qu'il y a une rentrée difficile, mais ça ne veut pas dire que le monde va s'arrêter. Donc, on reste en fait sur les perspectives. Il va falloir en donner plus. Il va falloir aller chercher. Là, on n'était pas ailleurs. C'est pour ça qu'on développe notre partie e-commerce, puisqu'on a vu que le consommateur allait sur l'e-commerce. Nous, on a aussi souffert ces 3 dernières années dans le jouet, et plus particulièrement dans tous les métiers du retail, puisqu'en fait,
Le retail a été touché par Amazon depuis 3 ans. On a vu beaucoup de magasins déposer le bilan. On en voit encore au jour d'aujourd'hui. Donc, en fait, nous, la transformation, on n'est pas les seuls. On l'avait déjà entamée avant. Là, il y a une accélération. C'est sûr qu'il va y avoir beaucoup de casse au niveau des structures, puisque certaines ne pourront pas tenir. Il n'en demeure pas moins qu'il faut continuer à avancer. Donc, on n'est pas non plus négatif au point de dire que tout va s'arrêter. On sait que certains secteurs vont être touchés plus que d'autres. On le sait sur le transport aérien ou le parti tourisme. Nous, dans notre industrie, bien que la Chine soit déjà touchée aussi, puisqu'on n'en parle pas beaucoup, mais il y a eu beaucoup de dépôts de bilan aussi en Chine ces derniers mois. La Chine n'a pas vécu le même Covid-19 en fait qu'on l'a vécu en Europe, puisqu'il y a eu quand même le nouvel an chinois. Donc l'activité était arrêtée déjà depuis 2 mois. Donc ils ont pu reprendre 15 jours après le nouvel an chinois, ce qui n'est pas les 3 mois qu'on a connus. Donc on est dans un contexte qui change et qui continue à changer, puisqu'il y a nos problématiques en fait au niveau Europe et au niveau pays. Et il y a aussi les problématiques de nos fournisseurs qui sont aussi importantes. Donc il y a beaucoup d'aspects qu'on ne voit pas au jour d'aujourd'hui, puisque c'est la crise de la supply chain qu'on est en train de faire face. Donc c'est une crise qui est assez profonde. Arnaud, François-Xavier, Laurence, pour répondre à la première question qui nous a été posée. Quand on regarde aujourd'hui, on est dans une réflexion. Alors, on va dire que le groupe DSV Panalpina était plutôt bien armé par rapport à tous ces systèmes informatiques et aux différents process en place. Maintenant, on est là pour accompagner nos clients et on voit aussi la difficulté qu'ont beaucoup de petites et moyennes entreprises à ce jour, qui doivent elles aussi se réinventer ou trouver de nouveaux moyens d'approche vis-à-vis de leur propre clientèle. Quand on regarde, on va dire qu'on le fait, c'est fait de manière difficile parce que ce n'était pas prévu. Ce que l'on aurait dû faire sous 10 ans, on va le faire peut-être en 6 mois, 1 an. Maintenant, l'accompagnement financier de tous nos clients et toutes les mesures qui ont été prises par l'État, à un moment, il va falloir aussi que les entreprises remboursent. Donc, la difficulté risque d'être là. Donc, oui, septembre-octobre, mais l'année 2020 n'est pas terminée et elle risque d'être quand même encore assez difficile pour beaucoup. Très bien, merci Arnaud. Une seconde question ? Oui, on a une question qui fait le lien entre ce que vous nous avez expliqué sur le niveau de service attendu par les clients et puis les engagements qui sont les vôtres en termes de RSE. Et on se demande si cette rapidité de livraison demandée par les clients est bien compatible avec les engagements que vous prenez du côté de l'éco-responsabilité. Alors, sur ce sujet, c'est assez vaste. Donc, comme l'indiquait Philippe, on est aussi, à ce jour, on a beaucoup de nos clients qui pensent à relocaliser une certaine partie de leur production, ce qui fait qu'on va pouvoir livrer plus rapidement, forcément, en utilisant des moyens éco-responsables. Après, la grosse problématique et le travail qui doit être fait encore aujourd'hui, c'est la livraison sur le dernier kilomètre, qui est le coût le plus important et le plus difficile aujourd'hui, car il n'y a pas une offre forte. Enfin, il suffit, sans faire du parisianisme, essayer de mettre un entrepôt proche de Paris ou dans Paris pour faire de la livraison du dernier kilomètre. C'est impossible. Au niveau espace, coût, écologique, ça veut dire remplacer des parcs ou autres, c'est ce qui est impossible. Donc il va falloir réfléchir à autre chose. Ou réaménager les catacombes. Oui, par exemple. Mais à un moment, Monoprix avait pensé à la livraison par barge, à l'utilisation des anciennes voies de chemin de fer. Mais il y a quand même une partie non négligeable des livraisons qui doivent se faire avec un porteur. Donc, mais ça, c'est inhérent à la situation du bâti parisien. Voilà. Donc, solution peut-être inextricable, comme on dit. Une troisième question, François-Xavier ? Oui, une question sur l'organisation de DSV en réponse à tout ça. Vous avez cité la fusion avec Panalpina, vous avez cité également vos initiatives au départ de Gennevilliers avec du camion et du maritime notamment. Est-ce qu'aujourd'hui, la réponse DSV Road plus DSV RNC, elle est pérenne ?
Question peut-être un peu délicate, hein, mais est-ce qu'elle est pérenne? Est-ce que vous la voyez autrement? Est-ce que DSV Solutions fait le lien entre les deux? Comment ça fonctionne justement? Oui, aujourd'hui, les 3 divisions sont bien évidemment liées et lorsqu'on répond à un besoin client, on est tous acteurs pour pouvoir apporter et la problématique distribution route, la problématique du service logistique en temps et en heure, et aussi toute la partie custom, douane, pour pouvoir avoir la chaîne complète. Et à aujourd'hui, cette prestation est faite dans l'entièreté et bien évidemment en combinaison avec les 3 divisions. Très bien. Cette organisation est aussi en lien avec nos clients qui, pour la plupart, alors pour Philippe c'est un peu différent, mais la plupart ont quand même un service dédié à la partie transport routier, un service dédié à la partie transport maritime, aérien. Donc on s'adapte aussi à nos clients. Très bien. Question suivante, François-Xavier. Oui, il y a une demande d'anecdotes. Peut-être dans cette crise que vous avez vécue d'un peu fort avec vos équipes, les uns et les autres, peut-être également dans la relation avec vos clients. Alors on a Silverlead qui est présent, peut-être d'autres clients, mais des jolies histoires que vous avez envie de nous partager. Jolies histoires. On a des références clients dans le monde de la santé et on a pu faire face pendant cette période-là donc à un développement d'activité sur ces secteurs d'activité-là, qui était encore plus demandeuse par rapport à une activité normale, dans une période normale. Donc il y a eu un développement de l'activité de service donc vis-à-vis des sociétés qui fabriquent et qui distribuent des masques, par exemple. Donc on a fait des opérations ponctuelles et on a accompagné nos clients dans les développements de leurs activités pendant cette période de crise. Oui. Et à ce moment-là, justement, est-ce que l'engagement collaborateur était plus fort parce que finalement, ils assuraient des missions vers des clients aux activités, entre guillemets, essentielles? Oui, mais c'était essentiel, mais c'était complexe dans la mesure où il fallait aussi protéger nos collaborateurs pendant la période de crise, tout en pérennisant l'activité qui ne devait pas s'arrêter justement par rapport au point santé. On approvisionnait des hôpitaux, des cliniques et des pharmacies, donc il fallait absolument pour pouvoir continuer la chaîne logistique tout en protégeant nos salariés. Donc ça demandait une organisation assez complexe, mais on a réussi à relever le challenge. Philippe, une belle histoire à raconter? C'est l'histoire de DSV avec Silverlead. Très bonne histoire. Très bien, très bien. François-Xavier, je suis bouche bée. François-Xavier, une question supplémentaire? On nous invite après à continuer l'histoire. C'est en sortie de crise, justement, enfin si tant est donc on en soit sorti, mais on va y arriver. Quel est le changement qu'il peut y avoir dans la relation avec vos clients du côté de DSV, sur la façon de piloter les supplies, ce que vous avez envie de faire avec eux, peut-être des nouvelles demandes pour prioriser les flux, des nouvelles demandes quant aux moyens de transport, on l'a entendu avec tous les aspects RSE. Qu'est-ce qui va sortir de tout ça et qui sera peut-être un peu plus pérenne encore que ces jolies histoires? En fait, le fait de vivre ce moment compliqué pour tout le monde nous a rapprochés effectivement avec nos clients. Maintenant, il est compliqué de se déplacer chez nos clients. On travaille par Skype. On essaye de créer le futur avec eux, parce qu'effectivement, comme disait Arnaud, il y a des entreprises qui vont ne pas perdurer, et on est là également pour les accompagner. Ce sont des entreprises qui nous ont aidés pendant des années, qui ont travaillé avec nous, qui nous ont suivis, et on sera là également pour les aider. L'objectif, c'est de travailler le futur avec eux, de voir comment, en termes de distribution, par exemple, du dernier kilomètre. Aujourd'hui, nous travaillons sur la partie digitale d'une manière très importante et nous sommes capables, comme un intégrateur, d'informer le client de la livraison et de l'heure de livraison, comme un Amazon. On a commencé sur le nord de l'Europe et on va commencer à déployer sur le sud. Ça, c'est du soutien, c'est de l'aide par rapport à leurs clients et par rapport au maintien de leur portefeuille et du nôtre, bien sûr.
D'accord, donc vous êtes capable aujourd'hui de traquer le dernier kilomètre. Absolument. Comme un peu on commande sur Deliveroo ou Uber Eats pour ne citer aucune marque. Tout à fait. Pas de jaloux, on rajoute Pas de jaloux. Voilà, on peut en rajouter plusieurs. Il nous reste 5 minutes, on a encore le temps peut-être pour une ou deux questions. Alors, ce sera a priori une question qui concerne les relocalisations ou les changements de sourcing. Est-ce que vous voyez déjà des clients bouger à la suite de cette crise sur leur façon de s'approvisionner ou de distribuer même leurs produits? Alors on est au début de la sortie du confinement. Donc, certes, il y a des réflexions, forcément, toujours dans le cadre de l'éco-responsabilité, comme évoqué. On va dire qu'on a fait un pas de géant. On a gagné 10 ans. Maintenant, il faut que ça se transforme en acte. Et seule la suite donc, de ce déconfinement va nous montrer si ça va être suivi d'actes. D'accord. Oui. Parce qu'il y a des réflexions, mais la réflexion n'est qu'un début. Après, on parle d'investissement, on parle de changement en termes de production, de supply chain. Donc, la réflexion doit se faire et je ne pense pas que l'on verra un effet avant 1 ou 2 ans à ce niveau-là, puisqu'il faut quand même un certain temps pour adapter sa supply chain. Bien sûr. La construction d'une usine ne se fait pas en 1 mois. Oui, bien évidemment. Donc, on prône la prudence. Justement, Philippe, la même prudence chez vous sur le sujet, sur le côté sourcing Oui, parce que de toute façon, là, on ne peut rien faire pour l'instant de façon débloquée par rapport au transport. Oui. Puisque moi, je ne peux même pas retourner en Chine. Donc, la Chine, c'est impossible. Hong Kong, c'est une quinzaine de confinements. Donc, aujourd'hui, oui, on est sur des projets, mais rien ne s'enclenchera avant 1 an ou 2. C'est un entre-deux, là, pour l'instant, encore. Bah là, on est encore dans la gueule de bois, puisqu'on ne sait pas ce qui va se passer. Enfin, là, on sort, donc on a les premiers prémices, mais c'est la rentrée d'octobre, novembre, décembre, sur lequel on verra sur le plan social, sur le plan reprise, sur le plan aussi de l'amortissement de la perte, puisqu'on a beau faire des emprunts, les emprunts ne remboursent pas les pertes de profit. Oui, bien sûr. Donc là, il faudra voir aussi comment se situe l'activité pour planifier sur les années suivantes. Donc là, on est dans l'entre-deux. Et je pense que on est plus en matière de... Enfin, nous, on est resté sur une base stable pour éviter justement d'aller dans tous les sens. Mais l'année qui va arriver va être une année importante. Très bien. Eh bien, ce sera le mot de la fin de ce bel échange. Merci beaucoup pour cette table ronde. Merci Laurence, merci François-Xavier, merci Arnaud, merci Philippe. Merci à vous. C'est aussi l'occasion de remercier les équipes d'Agora Media et d'Agora Manager Club, sans qui tout ceci n'aurait pas été possible. Je pense aussi au partenariat média à Supply Chain Village, à Supply Chain Event, la SITL et Supply Chain Village que j'ai déjà dit, en fait. J'ai mal rédigé mes notes. Je vous retrouve dans 15 minutes en compagnie de Marc Esposito, Fabien Henou et Tariel Chameroy. Et nous parlerons d'énergie verte et de supply chain. Je vous dis à tout de suite.